Alors moi je m'appelle Antonella Joannou d'Oram. Mes parents avaient un centre équestre à Genève qui s'appelait le Manège de la Gambade. Et je suis née là-bas. Après ils se sont séparés, j'étais petite et j'ai plutôt été après orientée vers le dressage, comme je suis partie avec ma maman qui était une cavale de dressage. J'ai fait un petit peu de saut d'obstacle avec mon papa, mais très très peu. J'ai un petit peu monté à poney, mais pas beaucoup. Et voilà, donc après je suis partie plutôt sur le dressage et assez vite au cirque CNI. J'ai eu la chance de faire 2 ans avec Freddy CNI senior, ça c'était une super école. Pour ça j'ai arrêté l'école classique assez tôt, j'étais à 17 ans au cirque, peut-être même 16 ans et demi jusqu'à 19 ans. Et là j'ai énormément appris, en restant toute la saison avec eux, en dormant dans une roulotte, en touchant les zèbres, en aidant un peu dans le dressage des autres animaux, c'était passionnant. Et puis il m'a pris un petit peu sous son aile parce qu'il n'avait pas le droit de me mettre avec les autres vu que j'étais pas majeure. Donc j'ai eu la chance d'être dans un espèce de groupe un peu comme sa petite fille, hein. C'est sûr que j'avais monté déjà avec ma maman. J'ai eu ma licence. La licence, c'est un examen qu'on passe en Suisse qui te permet de faire un certain niveau. La licence nationale, donc qui est la licence la plus haute, je crois que je l'ai eu ça à 12 ans. Et j'ai fait déjà mon premier Saint-Georges, qui est déjà le plus petit des programmes difficiles, à 12 ans, avec le cheval de ma maman, qui était très bien dressé. Freddy est venu faire travailler ma maman, et du coup il m'a dit « Ah mais tu montes aussi, monte le cheval de ta maman, et après viens au cirque à Genève ». C'est comme ça que j'ai pu aller avec lui. Quels sont les événements les plus marquants pendant ces années à CNI? Alors j'en ai plein. Je peux te parler peut-être du moins bon, parce que des bons, j'en ai beaucoup. Peut-être le moins bon, c'est une fois, il me met sur un cheval que je ne connais pas du tout, vu que c'était peut-être la 3e fois que c'était à Genève. Hein, et je demande à l'écuyer, est-ce que je dois mettre des éperons? Il me dit, non, non, tu fais rien. Hein. Alors, je ne comprends pas, je me mets dessus. Il y avait une selle, je me mets dessus, je me mets autour de Freddy. Et effectivement, je me rends compte que je ne contrôle pas du tout le cheval. C'est un cheval de liberté, mais il y avait une selle dessus avec une bride. Et Freddy l'appelle vers lui, donc le cheval tourne face à lui et fait claquer son fouet, il le met debout. Et là, moi, je ne m'attendais pas du tout, donc hop, je pars comme ça. Il me dit, tiens-toi à la crinière. Donc je me tiens à la crinière et le cheval monte, et là, vraiment droit. Donc après, moi, je glisse un peu, et là, le cheval, il descend, il remonte, et je me prends l'encolure dans le nez. Et j'ai vu vraiment comme dans les bandes dessinées, 36 chandelles, et je suis tombée assise par terre, les jambes écartées, avec la croupe du cheval et 2 oreilles là-haut. J'avais la tête un peu sonnée, et le fils de Freddy, qui s'appelait Rolf, on l'appelait Rolfi, qui était aussi un clown et un très bon artiste, hein, il m'a dit, mais mon père, il devait te dire que tu dois te tenir comme ça pour faire contrepoids et pas te laisser glisser. Et non, c'était seulement drôle. Après, le matin, quand il fallait faire cet exercice, j'avais un petit peu la boule au ventre au début. Puis après, j'ai pris le coup et ça. Là, c'était pas ce que j'ai préféré, hein. Mais c'était, au moins, j'ai vécu cette expérience de tous les jours, me mettre sur 2 pieds et traverser la piste, mais vraiment à la verticale. Ça, c'était une des premières expériences. Après, j'ai compris comment il fallait faire. Après, je l'ai fait en selle d'Amazon. Après, il m'a demandé de faire ça en même temps que le cheval se lève. Il fallait baisser la tête sur la croupe. Après, avec Freddy Senior, tu pouvais faire tout. J'avais peur de rien. Les chevaux étaient alors dressés, de nouveau, on va utiliser ce mot, mais éduqués, où ils jouaient le jeu avec lui et il y avait un contrôle total. C'était que des chevaux étalons, que des entiers, que des mâles, hein. Et il n'y avait jamais de problème et les chevaux étaient éduqués. C'est pour ça aussi qu'on vient parler du dressage et que le cheval fait entre 500 et 700 kilos et il doit être éduqué ou dressé pour ne pas être en danger. Après, des bonnes, il y en a plein, quoi. Comme passer d'une ville à l'autre et ne pas savoir dans quelle ville on est en Suisse, petite ville suisse, en Suisse allemande, et se réveiller le matin avec par exemple, toutes les caravanes étaient parquées autour d'un petit lac et on entendait les lions, parce qu'à l'époque, il y avait encore des animaux, donc on entendait les lions rugir, et toi, tu dors dans ta toute petite caravane, et c'était merveilleux de découvrir la Suisse comme ça, c'était fantastique. Est-ce que tu te souviens de ton premier cheval ou du premier moment où tu t'es dit que l'équitation allait faire partie de ta vie? Non, je crois que je me le dis encore tous les jours, donc j'arrive pas à me dire la première fois. Je pense que c'est avec le cheval de ma maman. J'étais assez timide, hein, au départ, donc pas très courageuse, donc j'ai dû avoir, comme les gens qui ne sont pas très courageux, j'ai eu plutôt de la technique. Je ne suis pas quelqu'un qui allait me mettre debout sur un cheval et aller sauter des obstacles dans la forêt, ou tiens, il y a un cheval, il n'est pas dressé, monte dessus pour nous montrer. Non, moi je suis prudente. Les moments les plus magiques, il y en a beaucoup, hein, c'est quand tout à coup le cheval on fait vraiment symbiose, on est vraiment complètement connectés physiquement l'un à l'autre, mentalement par un espèce de lien. Moi j'aime bien filmer Avatar pour ça, avec les crins qui se mélangent, hein, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de connexion.
Et puis quand les gens disent « Ah, il me suffisait de penser », c'est vrai qu'il suffit presque seulement de penser. Alors, c'est pas que penser, mais ça devient tellement fin que le corps du cheval devient notre propre corps. Et puis que nous, c'est comme une danseuse à 4 jambes. Et c'est magique d'avoir ces 500 kilos et de pouvoir lever les pattes sans faire d'efforts. Et, voilà. Et aussi sentir quand même le plaisir ou l'envie du cheval de bien faire avec nous. Et cette connexion avec le cheval, j'imagine que c'est beaucoup de travail et que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de travail quand même. Hein. On ne fait pas ça avec un cheval de 3 ans. Il y a des années d'éducation, de respect que le cheval doit avoir. Nous de lui, lui de nous. Et ensuite, il y a une gymnastique. C'est un peu comme du mime, hein. Il y a de la gestuelle. Le cheval finit par... je ne pense pas qu'il a l'intelligence de dire « Ah, j'ai compris, je dois faire ça ». Mais par contre, il a une très bonne mémoire et il a un physique incroyable. Donc le cheval peut se gratter l'oreille avec le postérieur. Hein. Puis nous, on est là à vouloir le faire s'engager juste comme ça, alors que lui, il peut très bien faire comme ça s'il veut. Et c'est nous, la manière dont on les gymnastiques, comme au yoga, ou comme, où on arrive à faire des codes dont le cheval ne devient pas plus intelligent, mais répète ses codes et répond vite. Et voilà, ça devient ensuite plusieurs codes les uns après les autres, et de plus en plus simple et compliqué à la fois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des origines du dressage ? Au départ, il y a carrément le cheval qu'on se déplace avec, puis ensuite ils ont été dressés à l'époque des rois aussi pour donc, les parades, les jeux équestres. Hein, ils faisaient des tas de jeux avec des lances et des trucs. Et puis la guerre, hein, tas de mouvements de haute école sont pour quand des ennemis viennent, le cheval se cabre contre le cheval ou contre l'ennemi ou contre l'homme qui est par terre, qui a une arme, où il apprend à ruer contre. Et ça, toutes les grandes écoles d'équitation, que ce soit, surtout en France, hein, il y a 2 grandes écoles, et ils avaient toutes ces airs classiques comme la croupade, je ne sais pas tous les noms, hein, la levade, il y a plein de mots très précis. Et puis ensuite, c'était plutôt des militaires qui ont monté sur les chevaux. L'homme a assez vite fait de ce cheval une conquête. Alors on dit le chien est le meilleur ami de l'homme, le cheval est la plus belle de ses conquêtes. Et c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on arrive à sauver ce sport. Alors il y a des dérives, hein, il faut lutter contre les dérives, mais cet animal, il est incroyable parce que c'est une conquête magnifique. Et peut-être qu'un jour, on ne sait pas hein, qu'est-ce qui va se passer dans le monde. Peut-être qu'on sera de nouveau tous avec nos chevaux et on devra se déplacer avec. Et on pourrait imaginer en bas des buildings, des grands parcs pour les chevaux. Est-ce que tu connais les origines du sport, de la discipline, du dressage ? Donc au départ, c'était surtout les militaires et après ça s'est démocratisé. Et on a eu peut-être des gens plus axés sur le sport et qui ont commencé à vouloir aussi... vu qu'on n'utilisait plus le cheval pour la guerre, heureusement, dire on va faire un truc chouette avec ce qu'il a appris à faire jusqu'à maintenant. Et est venu le dressage qu'on voit maintenant classique. Et avant, c'était des compétitions beaucoup plus simples. Et maintenant, quand même, ça s'est évolué. Depuis maintenant 20 ans, c'est les mêmes mouvements qu'on demande dans le Grand Prix. Et c'est de là qu'est venue cette discipline, le dressage. C'est la base de toutes les autres équitations quand même. Hein. Si on veut faire de l'obstacle, on fait d'abord du dressage. Si on veut faire toutes les disciplines commencent par le dressage. C'est-à-dire on doit pouvoir, avec un certain code, arrêter son cheval, un autre code, le faire avancer. Que ce soit en reining, en monte western, hein, ils n'ont pas les mêmes codes que nous, mais ils ont un peu des mêmes mouvements. Et chacun choisit ses codes, pour autant que le cheval, on répète toujours les mêmes codes. Hein. Et le dressage, c'est la base, c'est aussi peut-être la base pour la gymnastique du cheval, pour le corps qui soit en très bonne préparation pour bien sauter ou pour bien courir en course ou pour bien atteler, tirer un char. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la différence entre le Grand Prix et le Grand Prix spécial ? Grand Prix spécial, c'est vraiment le tout haut niveau. C'est les épreuves qu'on voit donc aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Europe, dans les grands championnats. Je me souviens qu'il y a 20 ans en Suisse, même, on ne faisait pas le Grand Prix pour faire un championnat suisse. Le niveau n'était pas assez élevé. Donc c'est vraiment le niveau le plus haut. Après le dressage, il y a de la compétition de dressage à petit niveau où on doit juste aller dans les 3 allures, le pas, le trot, le galop, être très précis. Déjà là, c'est aussi important de sauver nos sports par rapport à ça parce que les juges qui nous jugent doivent tout de suite voir il n'y a pas de contraintes, il y a un bel équilibre, il n'y a pas besoin de faire des choses hyper compliquées pour que ce soit beau en dressage. On peut faire des choses très simples, mais on perçoit ou on ressent l'aisance du cheval à faire un beau mouvement.
C'est comme quelqu'un qu'on voit faire du patinage artistique, simplement le faire avancer en faisant ses petits pas croisés, c'est joli. S'il ne lutte pas et s'il a de l'aisance. Et puis, pour les grands pros, faire une pirouette, moi je suis déjà époustouflée de voir faire une salto, je ne sais pas comment on appelle ça. Et le pro va dire, oh ben non, il a mis la pointe de pied comme ça. Donc après, il faut des professionnels qui vont nous juger. Mais ce qui est très important, c'est d'amener le cheval à faire ses figures et ses mouvements du petit jusqu'à haut niveau avec de l'aisance. Et où on appelle ça, nous, de la décontraction, qui englobe beaucoup de choses dans l'équitation. Mais c'est la facilité qu'il a à faire des mouvements, en répondant à des critères techniques assez précis. Dans le Grand Prix spécial, il y a une série de mouvements. Bon, il y a le pas, le trot, le galop. Il y a du pas, c'est très important, le pas rassemblé, le pas allongé, parce que le pas, quand le cheval n'a pas bien travaillé ou que le dos ne fonctionne pas bien, le pas, on voit au pas que le cheval a des crispations. Donc c'est pour ça que cette allure qui est toute simple, qui est du pas, elle est importante encore dans le Grand Prix parce qu'on va voir un peu les défauts de peut-être la construction de l'équitation qui a été utilisée pour amener le cheval dans le Grand Prix. Ensuite, il y a des appuyés qui sont des mouvements où le cheval fait des pas de côté avec une certaine flexion ou incurvation dans son corps. Il fait des pirouettes au galop, il fait des changements de pied. Dans le Grand Prix, c'est ou tous les 2 foulées ou à chaque foulée. Il a l'obligation d'en faire un certain nombre. Il doit être droit. Et ensuite, il a ce qui est le plus difficile, c'est du piaffe et du passage qui n'existent que dans l'intermédiaire 2 qui est juste en dessous du Grand Prix spécial, c'est vraiment les épreuves les plus hautes. C'est le cheval qui va un peu en grande ligne trotter sur place ou trotter en levant les jambes, en allant un peu plus lentement et en l'air pour les gens qui ne connaissent pas trop, pour dire ça avec des mots très simples. Tu as mentionné le patinage artistique, donc tu vois des parallèles avec ce sport et avec le dressage? Alors complètement la similitude entre le patinage artistique, d'abord parce qu'il y a des juges. De nouveau, donc il y a aussi des couples qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tu peux voir un physique avec une fille déjà. Moi j'aime les hommes, mais si je vois une fille danser, je vais la regarder, je vais admirer sa musculature, son corps, son aisance, sa souplesse, sa gestuelle. Peut-être je vais plus admirer même la femme que l'homme, ça dépend. Donc d'un coup, tu vas voir un couple danser en patinage et puis tu vas dire j'adore ceux-là parce qu'ils vont bien ensemble ou cette énergie qui sort. Donc c'est pareil avec les chevaux. C'est ça qui fait ce sport très très compliqué. Toute grande compétition, il y a 7 juges. Dans les compétitions déjà de haut niveau, il y en a 5. Et on ne peut pas dire, la plus haute note, la plus basse note, je l'élimine. Je me demande s'il y a quelques années, c'était comme ça, mais maintenant, ça ne l'est plus. Et forcément, qu'il y a toujours aussi les Allemands, ils vont quand même préférer un peu les Allemands, les Français, les Suisses, les Suisses. Et puis voilà, il y a des couples magiques. Il y a des chevaux qui sortent du lot comme Autotilas ou comme Vallegro. Et ce qui est aussi difficile quand il y a un cheval ou un couple magique, c'est qu'ils ont tellement attrapé l'œil par leur style, par leur look, qu'il peut y avoir une star qui est dans la même épreuve qu'eux. Tant qu'ils sont là, cette star, ça aurait été aussi une star, mais pas à la bonne époque. Et il aura fait tout parfaitement, il n'aura jamais pu battre ce couple-là. Mais les vrais puristes, les gens qui aiment le dressage, ils acceptent ça. Moi, personnellement, je trouve que les 20 meilleurs mondiaux, ils ne devraient même pas se battre, ils sont les 20 meilleurs mondiaux. Donc après, c'est qu'un spectacle, quand on voit leur reprise libre en musique, c'est un spectacle qu'on nous offre de danse et on devrait presque leur donner à tous une médaille. Peut-être les 10 meilleurs, je dis les 20, j'en sais rien. Après, il y a quand même peut-être aussi des fautes. Mais des fois, on voit des reprises où les 15 meilleurs n'ont pas de fautes techniques. Donc après, c'est qu'une histoire de danse. Donc c'est compliqué, ça reste une compétition, donc on garde un jugement, mais voilà. C'est pas comme à l'obstacle où quand on touche une barre, la barre tombe. On peut être le meilleur du monde et ce jour-là avoir fait une faute. En dressage, c'est un peu différent. Et ça peut être assez compétitif aussi. On se pique quand même au jeu. D'abord parce que le but, c'est vraiment de faire avec le plus de brillant. Alors c'est ça qui est compliqué aussi, le plus de brillant, tout en montrant le plus de facilité. Il ne faut pas faire de faute. C'est sûr que quand on fait de la compétition, on aime la compétition, autrement on n'en fait pas. Il y a plein de gens qui aiment monter à cheval et qui montent très bien, et qui n'aiment pas la compétition. Si on en fait, c'est qu'on a un petit côté quand même, on aime bien gagner. C'est-à-dire que quand on gagne, le soir on rentre, moi je prends un bain, je me dis je l'ai fait. C'est un côté jouissif, c'est génial. Ça ne dure pas très longtemps, mais si on n'a pas cette petite joie de dire waouh, yes, je l'ai fait. Mais en même temps, je n'ai pas un très grand niveau, mais quand je vois les tout grands, je suis fascinée de les regarder. Et dans la compétition, oui, je suis aussi fascinée de les regarder à l'entraînement.
Ça, c'est super intéressant pour un cavalier de les voir, comment ils règlent leur compagnon. Mais avec des outils, parce que c'est des outils, on appelle ça des outils. Alors, ce n'est pas des outils ni des cravaches ni rien, mais les rênes, la sensation des rênes, de la bouche, des jambes, du corps, nous, on appelle ça des outils. Et comment ils règlent le cheval, l'équilibre. Il faut que le cheval soit en équilibre parfait pour qu'il puisse danser bien. C'est génial de voir comment ils travaillent. Et vraiment un grand souci du détail. Ça, c'est beaucoup de recherche et c'est très spécifique au dressage. En saut aussi, les tout grands cavaliers de saut, ceux qui font les tout grandes épreuves, il y a un travail énorme derrière. Un peu différent parce qu'ils ont cet obstacle qui va amener en lui-même peut-être une demande du cheval de dire bon, il va falloir que je me bouge parce qu'autrement je vais prendre l'obstacle, je vais taper dedans. Donc il y a aussi un désir du cheval de vouloir s'en sortir. Mais par contre, il y a un travail de précision d'horloger du cavalier pour amener le cheval à 10 cm près. Ça, on ne se rend même pas compte quand on n'est nous-mêmes pas cavalier d'obstacle. Là, je ne suis pas du tout un cavalier d'obstacle. On ne se rend pas compte du travail que c'est pour amener un cheval dans les compétitions. Le niveau qu'on voit à l'obstacle est aussi incroyable. C'est ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'on a l'impression que c'est des tout petits guides, des tout petits mouvements. C'est des tout petites aides, voilà. Très souvent, alors, il y a la posture du cavalier qui est souvent assez redressée, ou alors on a l'impression qu'il tire simplement parce qu'il se tient droit. On a l'impression qu'il est aussi rigide, et pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de langage corporel, il est très, très fin. Et effectivement, dans la pression des mains, le cheval ressent la pression des mains. Il n'y a pas d'action, il y a juste une pression où il y a une vibration. Et puis la pression du mollet, d'un mollet, de l'autre mollet, de la cheville, du talon, de la cuisse. Et c'est hyper fin, c'est comme une Formule 1, quoi. Ouais, c'est incroyable. À piloter, c'est incroyable. On ne voit pas ce que le pilote a fait. Et tout à coup, le cheval, il change, il marche, et tout à coup, hop, il se suspend, et passage, et on ne voit rien. Et il y a un code tellement fin. Et moi, c'est incroyable. Parce que le cheval, il ne faut pas oublier qu'il fait entre 500, il y en a qui font 680 kilos. Hein, et en général, les cavalières maintenant modernes, elles font plutôt 55 kilos. Donc, ce n'est pas une question de force. Et de nouveau, j'ai souvent envie de dire, bon, le cheval est de bonne composition, mais si un cheval ne veut pas faire quelque chose, il ne le fait pas. Si un cheval souffre ou si le cheval, il y a un grand problème, tu rentres dans le box, tu le vois tout de suite. Si vraiment il ne veut pas, il te tourne les fesses, la croupe, et puis il te monte ses postérieurs, et il va te dire ça ne va pas, il y a un problème. Donc si un cheval ne veut pas sauter un obstacle, il ne va jamais le sauter. Donc on ne peut pas forcer. Alors on peut motiver, on peut répéter, on peut récompenser le cheval à nouveau. C'est ça comme ça que marche un peu le dressage avec les animaux, comme au cirque. Hein. Donc on fait quelque chose, on le récompense avec des caresses, avec des mots, avec des petites récompenses de nourriture. Hein. Et puis il ne devient pas plus intelligent, mais il vient une routine qui fait que ah ouais, je fais ça, c'est très vite fait. Hein. On leur apprend à se mettre à genoux en 5 minutes. Hein. Il reçoit une petite carotte. Ouh, j'ai compris. Après même ça peut venir à l'extrême. Un cheval il apprend à gratter, il reçoit une carotte. Après il tape tous les jours dans le mur parce qu'il veut sa carotte. Et on ne peut pas forcer un cheval. S'il ne veut pas faire, il ne va pas faire. On peut essayer de le tirer de l'autre bout de l'obstacle, il ne va jamais sauter. Et en dressage, il ne va jamais piaffer correctement au milieu du carré si on ne l'a pas fait juste avant. Donc, après, il y a aussi parfois eu des dérives. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de trucs horribles. Mais j'ai entendu. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai? Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont exagéré peut-être dans l'entraînement, en poussant un cheval qui n'était pas prêt ni mentalement ni physiquement, en prenant des cravaches, en abusant dans le mauvais sens. Une cravache, ce n'est pas du tout fait pour battre un cheval. C'est des fois, il y a une toute petite mèche au bout de la cravache qui est comme une petite mouche et qui peut être utile pour juste faire bouger le dos d'une manière différente, hein, onduler le dos. Donc, c'est juste comment savoir l'utiliser ou l'utiliser. Elle peut aussi être mal utilisée. Elle peut aussi accidentellement, une fois, être mal utilisée. Hein. C'est pas non plus toujours... On doit aussi... loin de moi, je n'ai pas fait toujours tout juste. Hein. Et j'espère que les chevaux me pardonneront. J'ai appris beaucoup. Ils m'ont montré le chemin quand c'était pas juste. Ils m'ont dit non, là, ma vieille, c'est pas bien. Il faut pas passer par là. Il faut prendre un autre chemin. Donc on apprend avec eux à être le plus juste. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est de se remettre en question tout le temps en disant ouais, peut-être. C'est pas en faisant rien. Ça, c'est sûr qu'en faisant rien, on n'a rien. Mais c'est de se dire ok, j'aimerais obtenir ça. Comment je vais faire? D'abord l'équilibre, après la fréquence, après la souplesse. Rien, c'est rien. Trop, c'est trop. On parle de couple en dressage, et en fait, c'est vraiment ça, c'est un couple. En dressage, c'est vraiment un couple qui met un peu de temps quand même à se former. Un cheval doit vraiment prendre confiance. Un cheval de dressage, il devient,
en général, il devient prêt. Il lui faut en tout cas 4 ans, voire 6 ans, voire 8 ans. Donc, pour être prêt. Mais on va dire, en général, 4 à 6 ans. Un cheval de saut, ça va un peu plus vite. Les cavaliers de dressage, ils n'ont pas tant de chevaux de tête comme ça. Quand on voit un couple, il est longtemps avec le même cheval. Hein. Même une grande cavalière comme Isabelle Verte, bon, elle a le plus grand des talents, hein, ou Jessica Funbrodo, mais ils ont un cheval et ils l'ont pendant 4-5 ans. Ils essaient de faire 2 fois les jeux. Nicole Oupoff, elle a gagné 2 fois les jeux avec le même cheval. C'est beaucoup de travail. Hein. Des fois, on dit peut-être il est vieux et il pourrait avoir une retraite, mais quelque part, le temps qu'il faut pour que le cheval, dans la douceur justement, hein, apprenne et le fasse en essayant sans brutalité et sans brûler les étapes. Il faut du temps que quand il est là, on va l'utiliser longtemps. Enfin, on va le garder. Le mot utiliser, il n'est pas très joli, mais on va en profiter longtemps. Est-ce que tu peux nous parler de ta carrière en compétition? J'ai pas eu beaucoup de chevaux à moi et j'ai eu une première jument que j'ai achetée quand j'avais 26 ans, avec lequel je suis pas allée jusqu'au Grand Prix, parce que pas tous les chevaux peuvent quand même très bien faire ces trucs qui s'appellent piaffe et passage. C'est pas tous les chevaux ont cette vie ou cette manière de nous répondre. Et elle n'était pas assez, ou je n'étais pas assez habile à l'époque pour l'amener jusque-là. Et donc, j'ai vendu cette jument et j'ai racheté après encore un autre cheval qui, lui, a attrapé une maladie assez embêtante qui s'appelle la pyroplasmose, qu'on attrape ça avec les tiques. Après, j'ai eu ce cheval qui s'appelle Dandy de la Roche, que j'ai acheté à 3 ans et demi et que j'ai fait jusqu'au Grand Prix, qui était un partenaire incroyable parce qu'il avait ce talent incroyable pour piaffer passager. Et j'ai appris avec lui. Donc, je l'ai eu bébé, je lui ai appris, mais il m'a appris. Et grâce à ce cheval, j'ai pu participer à un championnat d'Europe, à un championnat du monde, et enfin au jeu équestre mondiaux à Tryon, et c'était incroyable, quoi. Simplement parce qu'il piaffait et passageait comme un roi. Il aurait été dans les mains d'un des 10 meilleurs cavaliers et il aurait été sur le podium. Il n'était que dans les miennes, mais il m'a vraiment permis. Il y a des fois des gens qui me disent « Oh, mais mon cheval, il est trop bon pour moi, j'ai peur de l'abîmer. » Alors, au fond de moi, je pense qu'il était très bon pour moi. Il aurait pu être mieux monté encore plus briller dans des mains de quelqu'un de plus incroyable, mais c'était le cheval de ma vie. Hein. Mais après, maintenant, j'ai une petite jument. Lui, il est à la retraite, il est en pleine forme, il a 20 ans. Et j'ai voulu absolument le mettre à la retraite quand il était encore en pleine santé, parce que je n'avais pas très envie de continuer à lui faire du dressage avec un junior. Il m'avait déjà tellement donné, et je pense qu'il m'a donné, pas parce qu'il aimait tellement le dressage, parce qu'il m'aimait bien. Il y a des chevaux qui aiment beaucoup recommencer une carrière avec un jeune. Mais moi, je n'avais pas envie de faire ça. J'avais qu'une envie, c'est de le mettre avec une jument dans un parc. Et il est heureux parce qu'il adore les autres chevaux. Il était castré très tard. Donc au début, je me suis dit, il va que vouloir lui sauter dessus. C'est ce qu'il a fait un peu au début. Mais maintenant, il est fou et ils sont collés l'un à l'autre. Et les chevaux, quand ils sont poulains, ils sont en groupe. Et si ils sont tout à fait d'accord de jouer le jeu, hein, depuis 3 ans et demi, on les sort du groupe, ou un petit peu avant, et ils sont là, ils sont d'accord d'être seuls dans des box, de faire avec nous. Mais le jour où ils ont la chance de retourner en groupe et de pouvoir se gratter entre eux, c'est un cadeau qu'on leur fait. Et là, c'est vrai qu'ils ne vont pas revenir vers nous. Il vient, hein, il m'appelle quand je vais le voir, et je lui donne une carotte, et puis il me dit, bon, je repars avec ma copine, hein. Tu ne me prends pas, je suis trop heureux là. Et il te montre ça comment? Oh, mais gentiment, hein, il vient, il cherche une carotte, mais il repart. Après, il est assez sympa parce que des fois, il a dû montrer l'exemple. Un temps, ils étaient 3 dans le parc et elle devait charger un cheval qui devait aller chez le vétérinaire et il ne pouvait pas la charger. Donc, ils ont dû mettre mon cheval dedans qui lui a dit « Oh bon, moi j'obéis ». Et puis, ils ont mis l'autre cheval à côté, puis ils ont ressorti le mien, puis il a dit « C'est bon, je m'en vais ». Il est reparti tout au fond du parc, en disant « Mais pourquoi vous m'avez mis là-dedans? Je ne veux pas y retourner ». Il est vraiment, voilà, je pense que c'est un beau cadeau. Beaucoup de gens pensent que les chevaux de sport, ils ont trop été, parce que c'est vrai qu'on les soigne comme des athlètes, hein, ils ont tout, ils ont des spas, ils ont des massages, ils voient des vétérinaires, des dentistes, des maréchaux, ils ont tout le temps des masseurs. Moi, j'ai une masseuse qui est incroyable. Mais quand on les remet dans la nature et que le poil d'hiver vient, ils sont super heureux. Il ne faut pas oublier ça. Il faut leur rendre si on peut. Tu as mentionné avant que Dandy, c'est lui qui t'a appris. Il m'a appris parce que... Alors, j'avais déjà monté en Grand Prix avant lui. Knie m'a appris techniquement à faire tous les mouvements du Grand Prix. J'ai déjà fait quelques Grands Prix avant lui, mais c'est sûr que chaque cheval
Chaque cheval, c'est une nouvelle histoire. Chaque cheval nous apprend quelque chose, hein. Il y a des chevaux qui sont flemmards, qui nous apprennent un petit peu l'énergie. Il y a des chevaux qui sont un peu fous, qui nous apprennent la confiance. Il y en a d'autres qui nous apprennent la régularité du travail, parce que si on arrête de les travailler, ils ne sont plus si bien. Et lui, lui, il m'a emmené, il m'a appris, il m'a aussi emmené en me disant, viens, souvent, j'ai fait un peu de communication à minimal et moi, j'étais toujours inquiète. Oh, mais est-ce que c'est pas trop dur pour lui? Et je me faisais du souci tout le temps pour lui. Et là, chaque fois que j'ai parlé avec des communicatrices ou communicateurs, ils m'ont toujours dit, mais il te dit, fais pas de soucis, ça va très bien pour lui, il va bien, et il est content de faire ça avec toi. Lui, il était intéressant parce qu'il était un peu hyperactif, un peu coquin. Et comme un enfant hyperactif à l'école, il fallait toujours avoir quelque chose à lui apprendre. Donc ça a été très vite, le dressage à 9 ans, il fait son premier Grand Prix. Très vite, il m'a fait rentrer aussi dans cette compétition d'équipe. Hein. Moi, j'ai monté un peu pour mon plaisir, si pour la compétition, mais à petit niveau. Et tout à coup, hop, j'ai fait, je crois que j'étais 6 ans dans le cadre suisse. Et tout, c'était génial. Et il m'a fait me dire, aie confiance en toi et tu as une place là. Donc je dis, c'est ça aussi lui qui m'a appris. Et ça se manifeste comment? C'est un ressenti? Alors c'était, si tu veux, il m'a appris parce que tout à coup, tu te dis, ah mais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Tu dis, ok, je vais tout défaire. Et il y a une juge qui s'appelle Isabelle Judet, qui est venue donner des stages et qui a dit, il faut détricoter. Moi, j'adore parce que c'est ma passion, je fais du crochet. Hein. Donc, il faut détricoter et recommencer et dire, OK, je recompte différemment, mais je remonte mes bases différemment. Et des fois, tu dis, OK, j'obtiens ça. Alors, si j'ai obtenu la technique, par exemple, des changements de pied un temps, mais zut, c'est dans la contraction. Donc, je redétricote, je reviens à faire quelque chose de plus simple et on passe par des bases beaucoup plus subtiles, de choses simples qu'un amateur, que juste galoper, mais galoper avec cette sensation que tous les corps fonctionnent de la nuque jusqu'à la base de la queue et que c'est une ondulation avant de dire il faut absolument qu'il change de pied tous les un temps, enfin, à chaque foulée. Donc c'est ça, quand je dis apprendre, c'est affiner beaucoup de techniques parce que quand on a un certain niveau, on dit oui, mais là, c'est pas exactement comme je voudrais. Donc je redescends pour revenir un petit peu mieux et je redescends et on fait que ça, hein, redescendre pour revenir mieux. Et puis le coup d'après, sur celui d'après, on commence un peu moins mal, quoi. Ou un peu mieux. Jiva Talk vous est présenté par Jiva Hill Stables and Events, un lieu d'exception aux portes de Genève. Idéalement situé au cœur du Jiva Hill Resort, à seulement 10 minutes à pied de l'hôtel, Jiva Hill Events bénéficie d'un cadre unique, entre nature préservée, vue sur le Mont Blanc, et proximité directe avec les prestigieuses écuries de Jiva Hill Stables. Quel que soit le format de votre événement, Jiva Hill Events s'adapte à vos besoins, qu'il s'agisse d'un groupe restreint ou d'un rassemblement de grande ampleur. Donc toi, tu connais Jiva Hill Stables depuis le début et donc tu as vu le concours annuel aussi se développer. Tu peux nous parler un petit peu de ces premiers jours et de l'évolution du concours? Je me demande si j'ai fait déjà même le premier avec Dandy, je crois, je ne sais plus. Ouais, il me semble. Mais ouais, parce qu'après, il y a eu peut-être un peu de battement, puis après, j'ai fait avec la petite dans le petit niveau. Mais oui, c'est vrai que c'est parti au départ, parce que l'infrastructure, elle n'est peut-être pas assez grande au départ pour faire un international. Hein. C'était le carré devant l'écurie. Et puis tout à coup, maintenant, ça fait 2 ans, il y a eu cette explosion avec ce manège incroyable qui a été construit avec ce nouveau paddock. Et puis elle a vraiment de nouveau pensé au mieux avec la manière de placer les écuries en bas, avec des douches. Moi, j'ai fait des beaux concours. Hein. Moi, on n'a jamais des douches comme ça, on n'a jamais des box comme ça, on n'a jamais des installations. Comme cavalier, on n'est jamais... Enfin, moi, j'ai rarement été reçue. Je vais essayer de réfléchir où est-ce qu'on a été très bien reçus. Mieux qu'au Jiva Hill, mais nulle part. Nulle part. Alors peut-être pas l'expo, c'est un peu différent, c'est un concours intérieur. Donc on a aussi très bien reçu, j'ai eu la chance de faire peut-être 3 fois pas l'expo, mais Jiva Hill, c'est incroyable quoi. Parce que tout est fait aussi pour le public, non, c'est absolument génial. En 2023, Jiva Hill Stables a connu quelques changements avec un agrandissement assez conséquent, une nouvelle arène intérieure, un nouveau carré de dressage, aussi un espace qui maintenant sert de centre événementiel.
Mais malgré tout, je trouve que l'endroit a quand même gardé ce charme du début. Tout est assez compact et vraiment bien pensé. C'est le charme du concours dans une écurie privée. C'est parce qu'il y a des fois des concours qui sont dans des places, je vais dire des écuries publiques. Tu sais, c'est des grands manèges où il y a c'est comme des cellules et il y a des concours tous les mois dans comme, je ne veux pas dire de nom, mais voilà, il y a des concours comme ça. Et là, c'est vrai que ça reste quand même le charme d'une écurie complètement privée, parce que c'est pas une écurie à 60 chevaux. Hein. C'est une petite écurie privée avec un immense manège et des terrains incroyables. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de cachet qui est vraiment un peu, en plus, vers les montagnes, c'est entre la Suisse et les montagnes, et c'est vraiment, c'est ces petites choses en plus. C'est vrai que c'est un hôtel 5 étoiles pour les chevaux, quoi. Avec un service 5 étoiles aussi. Si tu devais résumer le dressage en 3 mots, ce seraient lesquels? Alors, si je le résume pour moi, c'est de la danse, c'est de la patience et la patience et de l'art. Si on ne comprend pas ce qu'on voit, ça peut vite être embêtant. Hein. Donc c'est vrai que quand tu vois une grande compétition, et les gens peut-être ne connaissent pas le dressage de ce niveau-là, c'est assez chouette de pouvoir expliquer. Je crois que maintenant, dans beaucoup de concours, on peut avoir une petite oreillette et on peut expliquer au public, voilà, il se passe ça maintenant, regardez, il y a telle petite erreur ou il y a telle grande performance. C'est une grande performance de faire cette petite chose-là, expliquer pourquoi. Par exemple, on a l'impression que c'est très facile d'aller du galop au trot, parce que c'est dans les écoles d'équitation, tout le monde galope, hop, le cheval, il tombe au trot. Par contre, au niveau du Grand Prix, quand le cheval a mis beaucoup de pression, de tension dans son dos, de tension, souplesse, à la fin de l'épreuve, il a une transition galop-trot qui est très difficile à mettre en place. Parce que, par exemple, ça c'est très technique, hein. Quand le cheval galope, il ondule beaucoup avec le dos. Quand le cheval trotte ou piaffe au passage, il gaine très fort son dos. Et c'est deux mouvements qui ne sont pas du tout contradictoires, mais à l'entraînement, avec un jeune cheval, des fois, il ne peut pas passer de la tension à la souplesse. Donc il y a des séances où il va faire que plutôt la tension du dos, et la séance d'après va plutôt faire l'élasticité. Mais dans le Grand Prix, il doit faire tension, élasticité, tension, élasticité. Et au milieu, enfin, à la fin de cette épreuve, il y a toute cette transition très simple qu'un enfant fait au Poney Club et qui est encore là. Donc, toutes ces choses-là, c'est intéressant s'il y a quelqu'un qui te les explique. Moi, j'adorerais voir du patinage artistique si on me l'expliquait bien, quoi, aussi. Et je pense, bon, la danse classique, je pense aussi que c'est comme la danse classique. Il n'y a pas de notes, à part pour les concours de danse classique, il n'y a pas de notes et de concours, il n'y a que de spectacles. Et ces transitions, elles sont notées aussi? Cette transition, elle est notée, ouais. Et puis là, je te donne un exemple parce qu'elle est très basique, mais il y en a d'autres comme aller du passage, où le cheval est vraiment avec une certaine tension, hop, il doit prendre le galop, où là, le dos va de nouveau onduler. Donc c'est de nouveau passer d'un extrême mouvement, hop, à l'autre position. Et ça demande beaucoup de répétition et d'entraînement au cheval et au cavalier à coder. Les mouvements prédéfinissent qu'ils doivent suivre un certain ordre? Dans le Grand Prix spécial, oui, il y a un certain ordre. Et dans la reprise libre en musique, tu as une dizaine de mouvements qui sont, par exemple, tu dois faire un galop allongé, mais tu peux choisir sur quelle main il est. Tu n'es pas obligé de le faire à gauche ou à droite. Et tu dois faire par contre des pirouettes au galop, mais par exemple, tu pourrais en faire, ça va t'apporter un peu plus de points si tu en fais 2 d'affilée, parce que d'abord, ça en compte 2. Et après, il y a des coefficients. C'est un peu compliqué. Hein, et tu peux jumeler des mouvements et dire que si tu réussis ces 3 mouvements avec le moins de fautes techniques, tu as un coefficient encore plus haut. Il faut être très malin pour faire des très bonnes cures. Des très bonnes, ça s'appelle cure, les Allemands disent cure, nous on appelle la reprise libre, la freestyle. Et donc là, tu fais les enchaînements comme tu veux toi, sur la musique que tu veux toi. Et de nouveau, c'est toujours compliqué parce que moi, j'aime pas trop faire ça, parce qu'il y a une gamme de choses dans la musique, par exemple. Tu pourrais prendre même une fois de l'opéra, ça serait incroyable. Tu peux prendre de la techno, tu peux prendre de la musique avec des paroles françaises et tout. Et il y a toujours quelqu'un qui va dire « Oh, mais c'était nul ce que tu as fait ». Il y a un autre qui va dire « C'était génial ». Donc, c'est très frustrant de faire une reprise libre. C'est beaucoup de travail. Il y a des gens qui adorent.
Moi, je suis un peu trop suisse-allemande ou scolaire. J'aime bien, ou je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'aime bien qu'on m'impose quelque chose et être jugés tous dans le même cadre. Après, de nouveau, la reprise libre en musique, c'est, de nouveau, grâce à ces coefficients, il y a des reprises libres qui ont un très fort coefficient. Quand elles sont réussies, voilà, et je crois qu'il y a une médaille pour la reprise libre et il y a une médaille pour le Grand Prix spécial. De médailles, c'est presque 2 disciplines. C'est pas 2 disciplines, mais c'est un peu 2 choses différentes. Au départ, on parle d'art équestre. À l'époque de Louis XIV, c'est de l'art équestre. Hein. Je pense que ça reste... pour moi, je pense que ça reste de l'art. Hein. Mais parce qu'il faut, c'est pas des machines, parce que ça reste vraiment un animal on doit respecter sa personnalité totale. On ne peut pas le formater. Donc ça reste de l'art pour ça, parce que c'est lui l'artiste, et nous, on essaie de mettre en évidence le talent d'un cheval pour quelque chose. Ce n'est pas le cavalier. Le cavalier, il fait ce qu'il peut le mieux possible, il essaye. Mais au fond, c'est le cheval. On essaie de sortir ce cheval, de montrer l'artiste qu'il est. Mais c'est lui l'art. Et ça reste de l'art équestre. Est-ce qu'on pourrait dire que le carré de dressage, c'est un peu comme une toile? C'est la toile, exactement. Et quand tu vois Édouard Gall, quand tu vois Isabelle Verte, c'est tous des cavaliers différents, mais c'est des Picasso, quoi. Tu les vois, ils touchent les chevaux d'une certaine manière, c'est incroyable. La relation, la finesse qu'ils ont établie entre les deux. Mais la base de ça, après, c'est l'équilibre. C'est un mot dans l'équitation qui est très important, parce que plus le cheval... On parle beaucoup de légèreté, qui est un mot très traître. Parce que souvent, on dit « Ah, le cavalier tire, la main est trop dure, etc. » Mais la légèreté, il suffit d'avancer les mains et les chevaux sont tous légers. Mais la légèreté, c'est l'équilibre du cheval qui lui permet de répondre avec beaucoup, beaucoup de facilité et sans force. Mais il y a toujours un ordre. Il ne fait pas tout seul. Hein. Il y a toujours un ordre, mais ça devient de plus en plus fin. Et un des mots magiques, c'est l'équilibre du cavalier et du cheval. Une belle reprise, c'est comme un magnifique tableau. Et c'est vrai que quand tu vois un couple différent, de nouveau, hein, Édouard Gall, Isabelle Verte ou je ne sais lesquels, il y a une dizaine de grands artistes, hein, c'est comme des peintres, et ils font devant toi une œuvre d'art. L'art ou l'artiste, hein, le cavalier pilote, mais c'est ce cheval qui est mis en valeur. C'est pas le couple forcément, mais c'est le cheval qu'on veut. Je pense que tout cavalier veut vraiment mettre en valeur son cheval. On a tous à cœur de dire, regardez, ce cheval est génial. Comment est-ce que tu vois l'évolution du dressage? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à changer, ou il faut rester quand même fidèle aux traditions de la discipline? Je pense que la FEI, elle essaye de faire des tas de choses pour que ça plaise à tout le monde. Mais c'est vrai que le cheval, on ne va pas monter dessus avec une petite cordelette autour du cou et faire de l'art classique de dressage. Ça ne va pas marcher. Alors on va faire un spectacle magnifique, c'est autre chose. Mais on va sortir de ce qu'on appelle le dressage classique, avec un cheval qui doit mettre son corps avec une certaine tension, avec une cordelette, il n'aura pas la tension. C'est pas du tout une critique, j'ai une grande admiration pour les gens qui font ça en cordelette, mais la tension du dos, l'acceptation de l'embouchure, l'acceptation des jambes du cavalier, ça fait partie de l'art. Donc il faut trouver la juste balance, il faut parler entre cavaliers, entre gens qui connaissent les chevaux, avec des vétérinaires aussi, mais il faut faire attention avec des gens justement qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne connaissent rien aux animaux, mais rien, à part qu'ils les voudraient tous dans un parc en train de brouter, hein. Mais ils ne connaissent pas, ils ne sont jamais montés sur leur dos, ils ne se sont jamais fait embarquer dans un champ. Donc ils ont dit, oh les pauvres chevaux, on leur met un truc en métal dans la bouche et on leur sangle le ventre et ce n'est pas normal. Donc là, il faut essayer d'expliquer. Je pense qu'il faut ouvrir le dialogue entre ces deux parties pour que la partie qui ne connaît rien mais qui juge soit au courant, prendre du temps de leur expliquer. Aussi écouter que ces gens qui connaissent rien et qui jugent parce qu'ils n'aiment pas une image, dire ok, on va vous expliquer et effectivement là on a faux. Et là il faut essayer d'avoir un bon dialogue entre les deux côtés. Mais il faut maintenir un peu la tradition et il faut qu'on ait le droit de continuer à monter dessus parce que moi je vois tant de gens, et moi la première, sans les chevaux ont sauvé ma vie. Et je pense que je ne suis pas la seule à dire ça. Et on voit ça avec les enfants. Et moi, j'ai plein d'élèves, de mamans qui ont 3 enfants. Et c'est pas leur échappatoire, mais elles ont des problèmes dans la vie. Et
c'est ce qui se passe avec leur cheval qui leur donne la force de vivre tout le reste. Et il ne faut pas arrêter. Hein. Et ce n'est pas non plus qu'on les utilise comme des psys, hein, mais c'est juste cette relation magique. Je pense que si tu as un lien avec un animal et une symbiose, une compréhension, même si elle est difficile à exprimer par des mots, bah, tu sentirais si le cheval n'a pas envie de travailler avec toi. En fait. C'est sûr. Exactement. Et puis, alors, moi, j'ai pas de chien, mais j'ai eu mes parents qui ont beaucoup de chiens, j'ai eu des chats. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres connexions. Le chien, il vient se promener avec nous, il nous monte sur les genoux, il nous regarde d'une autre manière, on joue. Le cheval, on va pas le prendre sur les genoux, hein, c'est pas possible. Il a plus ce côté sauvage. Moi, j'avais adopté une corneille et j'ai eu un chagrin fou quand je l'ai perdue. Elle s'est fait marcher dessus par un cheval. Mais c'est bête, hein. Mais il y a quelque chose avec les animaux, il y a un amour. Les animaux nous donnent on ne va pas appeler ça de l'amour, mais peut-être une confiance très pure. Parce que peut-être c'est ça l'amour, la définition de l'amour, c'est la confiance qu'on peut avoir dans les gens, peut-être. Et du coup, l'animal, en général, quand il a trouvé son gardien, parce qu'on ne peut pas son maître, mais quand on est le gardien de cet animal, il a confiance en nous et je pense que c'est ça, cet amour et cette relation. Et les animaux te donnent un amour inconditionnel. Et avec cet animal qui est grand, qu'on ne prend pas sur les genoux, qui dort tout seul la nuit dans son box et pas dans notre lit, c'est pas un animal du tout sauvage, parce que c'est longtemps qu'il est domestiqué, mais c'est différent du chat et du chien. Le partage qu'on fait, la confiance que l'animal nous fait, au fond, c'est de l'amour, peut-être. Et si les humains savaient nous faire confiance et si on faisait confiance à l'autre humain, peut-être qu'on saurait mieux s'aimer. C'est sûr qu'il y a aussi la médaille, hein, il y a aussi la gloire, le sport et tout. Mais au départ, tu ne vas pas dans ce sport, tu ne commences pas dans ce sport en disant oh, « je vais faire une médaille ». Non, peut-être tu commences à courir ou à sauter à la perche en disant « je veux aller aux Jeux Olympiques faire une médaille ». Mais tu ne commences pas à monter à cheval quand tu es petit pour ça. Alors peut-être tu es forcé par tes parents quand tu es petit pour moi, tu ne veux pas y aller. Mais après, il y a ce lien quand même et c'est vrai qu'il y a ce lien de confiance. De toute façon, le cheval, s'il n'a pas confiance en toi, tu ne montes pas sur son dos et vice-versa. Il y a besoin de confiance entre les deux. Tu as cette sensation que le cheval, il remplit la selle et ça te porte comme une montgolfière et tu sens que c'est léger mais que tu peux intervenir sur toutes les ficelles. C'est génial. Quel est ton meilleur souvenir ou tes meilleurs souvenirs en tant que cavalier? Mais alors maintenant, je ne sais plus quelle année c'était, mais j'ai eu la chance de gagner une fois le Grand Prix. Mais je crois qu'en gagnant ce Grand Prix, ça m'a qualifiée pour Triomphe. Donc, ça, c'était génial. Les Jeux mondiaux, c'était 2018. En gagnant ce Grand Prix, je me qualifiais pour aller à Triomphe. Et ça, ouais, c'est sûr. C'était un peu l'apogée de Dandy quand même, quoi, le mieux. Alors voilà, ça c'est pour Palexpo, mais si je dois parler de Jiva Hill, mais Palexpo, c'est sûr que c'était fou parce que pour moi, c'était très spécial d'être... Alors, c'est différent, comme on a dit, ça doit être à 10 minutes l'un de l'autre. Un reste un concours en France, l'autre est Palexpo Genève. Donc voilà, donc Palexpo Genève, j'avais très peur quand même du public, du jugement. Il y a quand même, même si on a beaucoup d'amis, il y a aussi des gens qui ne nous aiment pas. C'est tendu parce que tout peut arriver, on peut aussi mal monter. Et j'ai pas fait, comme on a dit, on ne fait pas tout bien. Mais ça, c'était aussi une super expérience, quoi. C'était magnifique, c'était génial. Dandy, il a su, aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, c'est vrai, hein. Il était là à 200% avec moi. Quand tu regardes d'autres cavaliers, d'autres concurrents, est-ce que tu regardes avec un œil analytique, technique, ou bien tu arrives à regarder juste la beauté de ce qui se présente devant toi? Moi, je me laisse porter, je crois, en premier. Puis après, une fois que j'ai bien été portée, je vais re-regarder peut-être, mais comment elle fait ça? Et qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce que je vais analyser un peu plus le poids du corps, les petites choses et tout, pour voir s'il y a des choses qui ressortent ou pas, que c'est très très dur de déceler, hein. Mais c'est vrai qu'on se laisse d'abord emporter par la magie. On a parlé d'amour, hein, on a dit, et je crois que c'est la confiance partagée qui est cet amour. Et peut-être qu'on se trompe avec l'humain. Quand on cherche à chez quelqu'un, ce serait peut-être d'abord cette confiance partagée. Au fond, c'est peut-être ça le vrai amour, peut-être. Peut-être c'est vraiment le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de Jiva Talk et merci à Antonella d'avoir partagé tout son savoir et sa sensibilité du monde équestre et des chevaux. Et on se réjouit de partager avec vous d'autres épisodes. Au cours des 2 dernières années, nous avons, avec notre équipe digitale, enregistré plusieurs interviews en vidéo, donc vous pouvez
voir ce podcast sur YouTube et maintenant les écouter sur Apple Podcasts, sur Spotify ou pratiquement tous les endroits où vous pouvez écouter des podcasts. Il y aura des podcasts en français, il y en aura aussi en anglais. Voilà, des cavaliers, des experts et aussi toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre et voilà, qui font briller JVL Stables au quotidien et on se réjouit de partager des moments et des conversations autour du cheval, autour du dressage et aussi tout simplement autour de la vie. Le prochain concours annuel de JVL Stables aura lieu du 26 au 28 juin 2026. Donc on se réjouit de vous y voir. Visitez notre site web, la page Instagram pour toutes les informations. Vous pouvez vous inscrire à une newsletter. Et bien sûr, JVL Stables se trouve à Crozet, en France, dans le pays de Gex, à 10-15 minutes de Genève. Et n'hésitez pas à nous envoyer des questions par les réseaux sociaux, par email. Toutes les informations sont sur notre site jvlstables.com. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de JV Talk.